Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Ma très chère famille, que la paix soit sur vous. Après plusieurs tentatives pour effectuer le direct, bizarrement aujourd'hui il y a eu quelques difficultés, nous y voilà, de retour. Je vais vous laisser le temps de vous connecter, nous excuser profondément pour le retard. Ma très chère famille, que la paix soit sur vous. Après plusieurs tentatives pour effectuer le direct, bizarrement aujourd'hui il y a eu quelques difficultés, nous y voilà, de retour. Je vais vous laisser le temps de vous connecter, nous excuser profondément pour le retard. Et lorsque vous serez donc au rendez-vous en ligne, on va commencer cette allocution qui est des plus importantes, aussi bien pour le présent que pour la suite des événements. Donc, je vous laisse vous connecter et on va commencer. D'accord. Okay. Je vais me décaler ici. Je suis tellement content de vous retrouver, de pouvoir vous parler, de pouvoir vous transmettre un certain nombre d'informations. Et il y a tellement à dire à cette occasion que, croyez-moi bien, on ne va pas s'en priver. Je vous laisse vous connecter, allez-y, allez-y, allez-y. Ça monte tranquillement. Quand on sera un nombre acceptable, on va commencer. Ferme-la, s'il te plaît. Ouais, ferme. Merci. Ça monte, on va se connecter donc, on va commencer. On commence. Je suis tellement heureux de vous voir, vous n'avez même pas idée. Ok. Donc on va y aller, et au fur et à mesure, les gens vont nous rejoindre, je le pense, pour cette allocution. On va dire que c'est un démarrage respectable. Alors, avant toute chose, je pense qu'il est plus que jamais important, déterminant, de vous exprimer ma profonde affection en ces temps des plus complexes, mais en ces temps des plus révélateurs pour le combat politique, pour la souveraineté de nos populations que nous menons. Mon affection profonde parce que sur le terrain d'espace, sur l'espace plutôt de communication, sur le terrain de la propagation des idées et du message, vous n'avez pas ménagé vos efforts pour faire entendre vos voix un peu partout sur l'espace Internet des réseaux sociaux, pour que cette situation scandaleuse puisse être audible un peu partout dans le monde. Et rien que pour cela, déjà, je me dois de vous remercier. Je remercie aussi profondément, parce que c'est important de le faire, nous sommes dans un combat collectif. Évidemment, mon ONG Urgence Panafricaniste qui s'est tenue prête là où elle le pouvait pour se faire entendre et pour justement véhiculer l'information. Elle a été des plus organisées et je l'en félicite, je l'en remercie. Je ne pourrais effectuer des remerciements sans citer celle qui est ma sœur, ma grande sœur, mon amie, et qui sur cette ligne de front mène un combat en harmonie, en adéquation avec le nôtre, et nous en adéquation avec le sien, qui est le combat pour la souveraineté et pour la fin de la France-Afrique, en l'occurrence ma grande sœur Nathalie Yambe, à qui j'adresse toute mon affection, elle le sait, je l'ai eu hier au téléphone, hier soir, à mon retour, c'était important de lui signifier. J'adresse aussi évidemment des salutations les plus profondes à mon grand frère, l'un des plus brillants, excusez-moi, philosophes de sa génération, en l'occurrence Franklin Nyamsi, à qui j'adresse toute mon affection, il le sait. Quand on parle du panafricanisme, il y a un front qui est uni, et qui est le front le plus majoritaire, c'est un front des panafricanistes rigoureux, qui ne sont pas dans l'approximatif, mais qui essayent d'être le plus possible dans l'efficience, dans la rigueur et dans la démonstration, en ce qui concerne la déconstruction, comme le disait le philosophe Jacques Derrida, du système que nous condamnons. Et donc, Franklin Nyamsi, tu as, grand frère, toute mon affection. Je ne pourrais pas non plus effectuer, on ne va pas être trop long parce que je ne pourrais pas remercier tout le monde, mais effectuer des remerciements sans évidemment citer mes partisans, mes proches, mes protégés, notamment le petit frère Adama Ben Diarra,
connu sous le nom de Ben le Cerveau, député de la transition au Mali et porte-parole de Yerewolo, de la plateforme Yerewolo, les Amina Fofana et toute l'équipe qui sont nos frères et nos sœurs, le général et représentant d'Urgence Panafricaniste Mali, Bassaro Silla, militant extraordinaire. Je vous adresse mon affection, vous êtes plus que jamais là quand c'est nécessaire et vous le savez, je vous en remercie infiniment. Et pour conclure, je terminerai par la chaîne dans laquelle je travaille, Vox Africa, dans laquelle j'ai mes émissions Afrique Libre. D'ailleurs, je suis en retard sur la diffusion des émissions, c'est juste que je n'ai que peu de temps ces derniers temps, vous le savez tous, mais j'ai été très touché par le communiqué que mon grand frère et donc responsable de la chaîne, Jules Domché, a effectué, à rédiger, en guise de soutien, en demandant ma libération et en condamnant l'exaction dont j'avais été la cible. Merci infiniment, grand frère, et merci infiniment à cette chaîne panafricaine qui porte réellement bien son nom. Une fois cela dit, on va pouvoir... évidemment, je remercie aussi les prétendus soutiens, parce qu'il y a aussi des soutiens qui sont des soutiens de circonstances très opportunistes, qui vous disent qu'ils vous soutiennent, et en même temps qui stipulent dans leur communiqué qu'il faut condamner la violence verbale et physique, et qui essayent de manière très fourbe, mais c'est leur comportement, de nous assimiler à la violence verbale et physique, alors que jusqu'à preuve du contraire, nos mobilisations ont toujours été les plus pacifiques, c'est important de le dire, pacifiques, de un, et ce qu'ils appellent violence verbale, c'est la criminalisation des idées, dès lors que ces idées ne peuvent pas être contredites sur le terrain argumentatif de manière générale. Je ferme la parenthèse et je les salue quand même, parce que c'est important de saluer tout le monde. Une fois ceci dit, vous avez tous donc assisté à ce qui s'est passé, puisque ça fait le tour un petit peu de l'actualité africaine, ça fait le tour de l'actualité africaine jusqu'à maintenant. Donc il est important qu'on ait une démarche tripartitionnelle, donc on va faire une mise en contexte préalable, d'accord, à l'événement, c'est important pour que vous sachiez d'où nous partons pour savoir où nous allions. Restituer, restituer les événements tels qu'ils se sont déroulés, ceux de l'arrestation puis de mon expulsion, et parler in extenso de la réplique judiciaire et politique, parce que cette fois-ci, la goutte d'eau a fait déborder le vase. Alors, en ce qui concerne, excusez-moi, il y a la fatigue aussi, en ce qui concerne la première étape qui est celle de la mise en contexte, il est important de rappeler, de spécifier que nous venions d'une tournée où nous avons fait 5 pays en 3 semaines et demie, quelques pays que vous avez vus, le Mali, la Guinée, ça vous étiez tous au courant, d'accord, évidemment, la Turquie, vous avez aussi suivi cet événement. Au Mali, on a été reçu donc par les autorités, le ministre Sadio Camara, on a été reçu par la rue, par le peuple, avec lequel on a communié plus que jamais, on a contribué à galvaniser, je pense, et à rassembler le plus possible de monde pour cette mobilisation contre le néocolonialisme français, contre la trahison des élites africaines, c'est important de le dire, et contre la présence donc impropre des bases militaires françaises. En Guinée, nous avons été reçus, après le Mali, donc par le président de la transition de Guinée, en l'occurrence le colonel Mamadi Doumbouya. C'est important, comme quoi les traites ne sont pas systématiquement là où on le croit. On a été reçus avec fraternité, amour, et par quelqu'un qui nous dit jusqu'à aujourd'hui que son exemple principal c'est Jerry Rawlings et que le temps va le prouver. Et je suis en attente de voir ce temps se matérialiser, mais l'homme que j'ai vu, j'ai été touché par ce dernier avec mon staff, c'est important qu'on puisse le spécifier. On a été par la suite en Turquie, alors je donne pour l'instant pas de détails sur cette démarche géostratégique, mais qui va être à mon sens très constructive. On a vu là aussi des responsables, sachant que la Turquie ces derniers temps est dans une ligne de critique vis-à-vis de l'hégémonie occidentale qui nous parle, et donc en ce sens-là, l'ONG Urgence Panafricaniste se déplace partout où elle sent que la dynamique multipolaire peut être matérialisée. Et donc c'est à la suite de ces multi-voyages et d'autres que je ne citerai pas parce que ce n'est pas nécessaire de le faire pour l'instant, on ne dit pas toujours tout, mais on a été aux 4 coins du monde, c'est à la suite de ces déplacements, nous étions des plus fatigués, où on a reçu donc l'invitation de la COPA-BF, la coalition des patriotes du Burkina Faso, qui souhaitait ardemment ma présence, en estimant que le fait que je vienne pourrait permettre de réunir les foules. Quand on m'invite, je ne viens jamais, même s'il est important de préciser que j'ai payé le billet à ma propre charge. Encore une fois, je ne rechigne jamais quand il s'agit de soutenir le peuple, quel que soit le prix à payer et quel qu'en soit le sacrifice.
J'avais demandé si les conditions étaient réunies pour ma venue. Il m'avait été stipulé que c'était le cas, d'accord? Et qu'au départ, il était question que ce soit une marche. Après, les autorités ont dit qu'elles préféraient, pour des raisons de sécurité, que ce soit dans une salle du gouvernorat. Mais il était question qu'elle soit autorisée. Important là aussi de le dire. Et c'est suite donc à cette situation que je suis venu, bien que ne passant pas assez de temps avec les miens, etc., puisqu'étant tout le temps sur la ligne de front, j'ai accepté de venir avec les conditions préévoquées. Il se trouve que lorsque je suis arrivé donc le jeudi, j'ai rencontré des membres de mon staff de l'ONG Agence panafricaniste. Je suis arrivé par la voie régulière de Cotonou, là où je vis depuis 2017, depuis mon expulsion du Sénégal vers la France et mon retour par la suite, mon installation au Bénin, où j'ai mes activités commerciales, économiques, médiatiques, puisque j'ai mes studios télé, mon centre commercial, etc. etc. Ça c'est pour la propagande de l'autorité française qui essaie de faire croire que nous vivons ailleurs que là où nous vivons, mais tous ceux qui me voient au quotidien savent pertinemment où je vis. Et donc j'ai rencontré les membres de mon staff. Quand j'arrive à l'aéroport, important de le souligner, j'ai été reçu avec amour par les militaires, dont certains ont même pris au niveau de la douane des photos avec moi. Important de le préciser, je n'en tire aucune gloire, mais c'est juste pour vous rappeler que quand on fait croire que je suis expulsé, que je suis une menace de trouble à l'ordre public, alors que je suis arrivé par la voie régulière, que j'ai donné mon passeport, que les militaires ont pris 6 ou 7, ont pris des photos avec moi, c'est quand même assez dur du café d'entendre des argumentations aussi ineptes et stupides des autorités du Faso, mais nous y reviendrons d'ici peu de temps sur ces autorités qui sont plus que jamais les valets de la France-Afrique. J'arrive, donc je rencontre les différents membres de mon staff et d'autres entités qui vont participer à la mobilisation, qui étaient censées participer à la manifestation de samedi contre le double jeu de la présence française, militaire française, au Sahel et notamment au Faso. Le lendemain matin, je fais des interviews, diverses interviews à la télé, dont certaines sont sorties, d'autres vont sortir. Certaines sont très intéressantes et vous aurez l'occasion de les voir. Elles sont déjà sorties, mais on va les diffuser dans les jours à venir, peut-être demain ou après-demain, on verra. Et l'après-midi, nous prenons la route. Lorsque nous prenons la route, pareil, entre-temps, nous rencontrons beaucoup de gens dans la rue qui nous témoignent de leur amour, de leur affection, de leur soutien au combat politique que nous menons, etc. etc. J'étais, comme partout où je vais, très touché par ce soutien populaire. Nous prenons la route, sachant que Bobo Dioulasso est une ville qui se situe à 4 heures, si je ne m'abuse, de Ouagadougou, d'accord? Si c'est faux, vous me corrigerez. Et en prenant la route, évidemment, il y a ce qu'on appelle les checkpoints, puisqu'on est dans un pays et dans une zone aujourd'hui où le terrorisme est présent, donc beaucoup de contrôle d'identité sur la route. On passe un premier contrôle, pas de souci. Le deuxième contrôle, c'est à ce moment-là que un des militaires prend mon passeport béninois, d'accord, et me dit, s'il vous plaît, veuillez bien nous suivre. Je ne suis pas quelqu'un qui joue à l'anarchisme, contrairement à tout ce qui est dit. Je demande la raison pour laquelle je devrais le suivre, mais je le suis. Et il dit qu'il n'a pas de raison, c'est des ordres qui lui sont donnés et qu'il ne peut pas en dire plus. Je dis, c'est fâcheux quand même que vous me demandiez de vous suivre si vous ne me donnez pas les éléments. Et on me prend ainsi que mon staff, notamment le petit frère Boris, responsable d'urgence panafricaniste au Faso, d'accord, et d'autres membres du staff d'urgence panafricaniste de l'antenne locale. Et on nous fait garder dans un commissariat pendant peut-être, dans la zone, pendant environ 2 heures, 3 heures, sans jamais, c'est important de le dire, nous dire le motif de cette arrestation. Aucun document légal, aucun document officiel. La plupart des policiers étaient gênés en disant que, vous savez, nous on vous soutient, on vous suit depuis des années, ce sont les consignes qui viennent d'en haut, mais on sait que vous êtes pour nous, le combat que vous menez, c'est un combat de résistants. Je le redis avec mes termes, vous avez été plus élogieux, mais on n'est pas là pour faire de l'auto-atalakou. Je retranscris uniquement ce qui avait été dit. Et par la suite, on nous déplace sans jamais une nouvelle fois nous dire le motif de notre arrestation. D'accord? On nous déplace vers Ouagadougou. On me sépare de mon staff, on me met dans un fourgon policier. Alors je suis interrogatif, je dis mais je ne comprends pas. On est dans un pays où vous laissez les terroristes circuler allègrement. D'accord, ils peuvent prendre la Tchéké le matin ou le midi à Tchéké Garba et l'après-midi poser des attentats. Ça ne pose aucun problème au gouvernement que je qualifie il y a quelques années de passoire, mais qui visiblement, face au terrorisme, malheureusement, se comporte comme ça. On avait essayé de criminaliser mon propos, ma pensée, alors que je n'avais fait que constater que malheureusement, ceux qui étaient censés protéger la population
était très perméable aux attaques de voyous qualifiés de terroristes par le système français qui se sert de ces derniers pour sécuriser l'accès aux ressources dans la zone du Sahel. D'accord ? Mais quand il s'agit des résistants africains, ils sont diabolisés, ils sont considérés comme des menaces, comme si nous venions quelque part déranger un business entre l'oligarchie africaine et l'oligarchie française. On m'emmène à Ouagadougou, on me met dans une cellule avec une vingtaine de cafards. J'ai fait beaucoup d'arrestations dans ma vie. C'est la première fois de ma vie que j'étais dans une cellule aussi sale, c'est important de le dire. Toujours pas de motif d'arrestation, toujours pas de signification de garde à vue. Intéressant. Et pire encore, c'est-à-dire que je n'ai jamais senti autant de gêne de certains militaires qui eux-mêmes n'étaient pas les décideurs dans cette affaire. Ils attendaient que leurs responsables partent, qui étaient très arrogants, d'accord, ces responsables-là, certains avec des costumes cravates tellement serrés qu'on a l'impression qu'ils ne vivaient pas au Faso mais ailleurs, bref. Et quand ils sont partis, c'est là où ils se sont lâchés en disant « Monsieur Seba, on vous soutient, vous ne savez pas à quel point, mais les ordres viennent vraiment de très haut, et là on ne peut rien faire d'autre, sinon c'est nous qui allons avoir des problèmes. » J'ai dit, le problème c'est que c'est ce qui s'est passé avec le président Thomas Sankara aussi. La plupart ont dit que vous étiez des exécutants, vous avez dit que vous étiez des exécutants, et que c'était les ordres, et que si vous ne faisiez pas ce qu'on vous avait demandé, vous-même vous alliez avoir des ennuis. Et vous avez été le bras armé du néocolonialisme. Et c'est pour ça que je dis aux militaires, il est à un moment donné temps que chacun prenne ses responsabilités. S'il y a des ordres injustes qui sont donnés, que vous savez que c'est injuste. Vous savez qu'on laisse circuler librement des terroristes, mais que dans le même temps, les résistants africains sont persécutés, c'est votre devoir et votre responsabilité, à un moment donné, de ne pas suivre cette chaîne de commandement. C'est mon point de vue, chacun fera ce qu'il veut. On m'a gardé à Ouagadougou dans la cellule de, je pense, je n'avais même plus ma montre, mais de 17h jusqu'à 7h ou 8h du matin, dans cette cellule remplie de cafards. Et le lendemain matin, donc toujours la même chose, on ne me stipule pas la raison de mon arrestation, on ne me dit pas si je suis en garde à vue, on dit, on nous a juste dit de vous prendre. On appelle ça du kidnapping, en français. C'est du kidnapping. Si on vous arrête, on ne vous donne pas de motif, on vous balade d'un endroit à un autre, etc., c'est du kidnapping. Et toujours sans me dire où je vais, en n'ayant pas accès à la nourriture, à l'eau uniquement quand les militaires n'avaient pas leurs responsables, et ces militaires-là qui étaient des exécutants, dont beaucoup étaient mes sympathisants, nos sympathisants, ont été sympathiques, m'ont donné l'eau quand ils le pouvaient, mais quand leurs responsables n'étaient pas là, c'était très difficile d'avoir le strict minimum vital. Important aussi de dire que j'ai demandé à 13 reprises d'avoir accès à mon avocat, puisque je ne savais pas les raisons de mon arrestation. Ce droit m'a été bafoué. Donc, pas de signification de garde à vue, pas de justificatif de mon arrestation, et un refus catégorique de me laisser rentrer en contact avec un avocat. En termes de violation des droits du citoyen de la CEDEAO, je pense que les autorités du Faso ont dépassé toutes les limites de l'irresponsabilité judiciaire et politique, et ils devront, et je m'en frotte les mains, en répondre. C'est la raison pour laquelle, je reviendrai tout à l'heure, j'ai fait appel à un avocat, qui est un avocat, enfin, il était déjà en contact avec moi depuis un certain temps, et on a décidé que cette affaire était l'occasion, cette fois-ci, d'avancer sur le terrain judiciaire conjointement. Et cet avocat, c'est l'avocat de Wikileaks, c'est l'avocat de Julian Assange, c'est un avocat anti-impérialiste, un avocat français. Petite ironie pour ceux qui, parmi les toutous de la France-Afrique, que sont nos dirigeants africains, me qualifient souvent de soi-disant d'activistes anti-blancs, même si le peuple ne se trompe pas sur cette réalité-là. Cet avocat, c'est Juan Branco, d'accord, qui quand il a vu ce qui s'est passé, a dit que c'était plus que jamais le moment qu'il prenne l'occasion, qu'il saisisse cette occasion en tout cas pour me défendre. Et donc c'est avec lui en priorité et d'autres, notamment Maître Farama, ainsi que Maître Koraï Shiba du Sénégal, que nous allons avancer. On m'envoie donc en matinée à l'aéroport sans toujours me dire où je vais. C'est à la dernière seconde, 1 minute avant de rentrer dans l'avion, qu'on me dit « vous retournez au Bénin », sans jamais me faire signer un quelconque document. Le seul document qu'on a voulu me faire signer, c'est quand je suis sorti de cellule pour me dire « vérifiez que vous avez toutes vos affaires ». Et j'ai écrit
sur le cahier, je veux voir mon avocat, c'est un droit élémentaire. Et ils m'ont arraché le cahier parce qu'ils ne voulaient pas que je laisse cette information-là, qui était une information élémentaire. Bon. Ceci étant rappelé en termes de mise en contexte, il faut qu'on passe maintenant à une autre étape, qui est l'étape de la signification de tout ça. La signification de tout ça, et c'est une ironie que de le dire, excusez-moi, c'est qu'on est face à un gouvernement qui, depuis quelque temps, essaye de jouer au gouvernement panafricaniste, alors qu'ils n'ont jamais, je le dis jamais, ils font partie d'un système qui est le système de la France-Afrique. Ce sont des gens qui ont travaillé pendant des années avec Monsieur Compaoré, Blaise Compaoré, d'accord. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Blaise Compaoré n'est pas inquiété. On parle du procès de Thomas Sankara. Tout le monde sait que c'est celui qui a été le plus grand bénéficiaire de cet assassinat avec l'oligarchie française. Mais Blaise Compaoré est dans un hôtel 5 étoiles surclimatisé en Côte d'Ivoire à Abidjan. Et ce sont des sous-fifres que l'on met devant la justice. Pourquoi Blaise Compaoré bénéficie-t-il d'autant de protection? Il est protégé par Alassane Dramane Ouattara, il est protégé par le gouvernement français et il est évidemment protégé par le régime du président Roch-Marc Kaboré. C'est important de le dire. Et donc, ces personnes-là, qui ont compris que le panafricanisme est l'idéologie qui gagne le plus le cœur des gens, d'accord, ont essayé de surfer en vain en étant à la fois proche de Macron, quand Macron dit au président du Faso, va réparer la clim, le président du Faso va à gauche ou à droite et suit les ordres. Et quand nous autres, ses enfants, ses petits frères, nous disons, papa, s'il te plaît, retrouve ton courage, retrouve ta virilité politique, nous sommes criminalisés, mais quand Macron lui dit va réparer la clim, eh bien, le président du Faso, les autorités de la région, de la sous-région, s'exécutent. C'est une tragédie politique. Et il est très important de dire que toutes ces arrestations, ces expulsions, sont pour nous et pour l'opinion publique africaine, il suffit de faire un tour un petit peu sur les différents réseaux de communication pour s'en rendre compte, c'est une défaite du néocolonialisme et une victoire symbolique qui se rajoute aux nombreuses que nous avons eues depuis que nous commençons ce combat. Nous sommes dans un travail d'éveil des consciences. Notre responsabilité, notre devoir, c'est de tout faire pour soulever les incohérences du système néocolonial et montrer que le néocolonialisme est là même aux endroits où il prétend ne pas l'être. Et je vais reprendre la méthodologie de quelqu'un dont je ne suis pas forcément un des plus grands fervents sympathisants dans la ligne idéologique, mais dans la méthodologie d'action qui est extrêmement brillant. C'est Martin Luther King. Tout le monde sait que je suis un peu plus proche de l'aîné Malcolm ou du président Thomas Sankara dans certaines façons d'électrifier le débat et de susciter justement le réveil, mais dans la méthodologie de l'activisme politique, Martin Luther King était très brillant. Martin Luther King a voulu déconstruire et montrer aux yeux du monde à quel point le système américain était un système des plus sournois, des plus vils, d'accord, des plus racistes, des plus iniques, des plus injustes. Et pour ce faire, il avait compris qu'en allant à des endroits où il n'avait pas le droit d'aller, il allait systématiquement se faire expulser, arrêter, mais en se faisant arrêter, expulser, il allait attirer l'opinion publique par rapport aux actions qu'il posait et par rapport aux incohérences du système qu'il combattait. Martin Luther King, c'est quelqu'un que j'ai lu lors de ma deuxième peine de prison politique, d'accord, et j'avais été très touché par sa méthodologie d'action, qui lui-même s'inspirait aussi de ce qu'il avait vu chez d'autres. Et je me suis dit que lorsque nous allions commencer à mener ce combat contre la France-Afrique, officiellement, même si on le menait déjà dans les médias depuis un certain nombre d'années, on allait se servir justement de cette méthodologie qui consistait à aller à l'encontre justement du système de la France-Afrique, être capable d'en montrer les limites, de montrer les incohérences, tout en sachant qu'à chaque fois qu'ils nous arrêteraient ou à chaque fois qu'ils nous expulseraient, ça serait dans ce jeu de la guerre psychologique et idéologique et intellectuelle et politique une défaite de leur part, parce qu'un État qui a tous les moyens coercitifs, d'accord, qui normalement devrait s'occuper des véritables problèmes, de ces véritables ennemis qui sont les terroristes, s'il ne s'occupe pas des terroristes, mais il s'occupe de ceux qui sont les éveilleurs de conscience et les résistants à la France-Afrique, c'est que peut-être ces éveilleurs de conscience et ces résistants à la France-Afrique dérangent le business qui est, entre guillemets, conclu entre les élites du Faso et les élites du Sahel et l'oligarchie française. Donc, une erreur monumentale en une période où, soi-disant, on veut faire la justice sur le procès Sankara, de faire arrêter, persécuter, expulser des militants anti-France-Afrique, d'accord, qui ont pour seule arme leur cerveau, leur courage, d'accord, leur cœur, leur bouche,
et leur amour illimité du continent. Roch Marc Kaboré, moi je l'ai toujours dit, je le connais un peu, c'est quelqu'un qui en privé dit beaucoup aimer l'Afrique. Mais il est entouré par des gens qui n'aiment pas l'Afrique. Il est entouré par des ministres et des conseillers qui sont des agents de la France-Afrique. Et à la fin, on finit toujours par dire que si votre entourage qui va dans une mauvaise direction finit par vous entraîner dans cette mauvaise direction, c'est que vous-même, vous êtes le symbole de cette mauvaise direction. Et donc le masque est tombé en ce qui concerne Roch Marc Kaboré, qui fait partie de la France-Afrique, malheureusement, au même titre que Macky Sall, au même titre qu'Alassane Ouattara. Et je dis ça avec douleur parce que je sais que individuellement, pris individuellement, Roch Marc Kaboré était à une certaine époque, avant les coups de pression de son fils Emmanuel Macron, semblait très intéressé par notre démarche politique. Mais quand il a commencé, quand Macron a tapé du poing sur la table en disant si vous continuez à fréquenter les panafricanistes, il y aura des problèmes, Roch Marc Kaboré a reculé, d'accord, et a coupé le dialogue avec nous et a décidé de se ranger dans une ligne qui, à mon sens, n'est pas la ligne initiale de son cœur, mais c'est lui qui choisit. Et donc, pour conclure cette deuxième étape, je le dis et je le répète, politiquement, symboliquement, c'est une nouvelle défaite de la France-Afrique. Parce que, à chaque fois qu'on nous attaque, à chaque fois qu'on nous persécute, à chaque fois qu'on essaie de nous asphyxier, à chaque fois qu'on nous brutalise, que ce soit politiquement, judiciairement ou autre, la seule chose qu'ils sont en train de montrer, c'est que notre combat porte tellement qu'ils se sentent obligés de déployer des moyens démesurés pour essayer de nous immobiliser. Ce qui ne marche plus, parce que nous sommes à l'heure aujourd'hui de la communication sur les réseaux sociaux, de la communication sur Internet. Aujourd'hui, l'information circule à la seconde. Au moment où j'étais arrêté, tous les policiers me disaient « mais le monde entier est en train de parler de votre arrestation, toute l'Afrique est en train de parler de ça, on est navré de ce qui se passe, etc. » Je ne parle pas des responsables, hein, qui eux n'ont pas cette humilité, je parlais de ceux qui nous témoignaient de l'affection dès lors que leurs responsables avaient le dos tourné. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus nous faire du mal en pensant que vous pourriez le faire en catimini. Je sais que s'il n'y avait pas Internet, je serais déjà assassiné aujourd'hui. Je pense vraiment. Mais avec Internet, vous savez que ceux qui vont faire du mal à mon encontre, c'est quelque chose qui va encore plus amplifier le combat. Donc, vous êtes dans une situation où je suis comme une patate chaude. On m'arrête, vous essayez de m'expulser. Mais cette démarche-là est une erreur politique de débutant. Nous étions venus, excusez-moi, montrer que le néocolonialisme était des plus présents. Et la réalité est la suivante. En faisant ce que vous avez fait, vous avez prouvé que nous avions profondément raison. En guise de troisième partie et donc de perspective sur le terrain juridique, donc comme je l'ai dit, je me suis entouré des meilleurs avocats, l'avocat de Julian Assange et de Wikileaks, Juan Branco, d'accord, qui donc s'exprimera dans les temps à venir sur cette affaire, sur la violation élémentaire de mes droits, parce que la souveraineté d'un État a pour limite aussi le respect des citoyens qui sont intégrés à l'intérieur de sa zone. Sa zone, c'est la CEDEAO. On ne peut pas arrêter quelqu'un sans lui donner un motif, on ne peut pas arrêter quelqu'un, le mettre en garde à vue sans lui signifier qu'il est en garde à vue, on ne peut pas expulser quelqu'un sans lui faire signer un document d'un arrêté d'expulsion. Ça n'a pas été fait. C'est un vice de procédure évident. Il y en a eu plein d'autres dont nous parlerons le moment venu. Et il y aura donc Maître Koray Shiba, d'accord, qui est un des avocats de Ousmane Sonko, et il y aura aussi Maître Farama, l'avocat qui est l'un des plus grands avocats aussi africains de sa génération, qui est en train de mener pour la défense des intérêts de la famille Sankara le procès pour obtenir justice et vérité sur l'affaire Sankara. Et donc chacun s'exprimera dans les temps à venir, dans les jours à venir sur cette affaire, et cette fois-ci nous allons aller au bout, parce qu'il est temps d'envoyer un signal aux autorités qui est que à chaque fois que vous nous persécutez, nous gagnons, de toute évidence, mais vous n'allez pas faire non plus ça éternellement. Il y a un moment donné où on va vous laisser nous persécuter, et après on va répondre juridiquement, de telle sorte que vous puissiez, vous aussi, remplir les caisses de l'ONG en dommages et intérêts par rapport aux exactions que vous ne cessez de commettre. Sur le terrain politique, le combat ne fait que s'accentuer. À chaque fois que l'impérialisme bégaye face à nos petits êtres, face à nos jeunes entités, face à nos mouvements, nos mobilisations, cela ne peut que nous galvaniser et nous rappeler que nous sommes près du but. Jamais la France-Afrique n'a été aussi bousculée sur son terrain. Il ne faut pas céder. Même si le prix à payer, c'est les arrestations, même si le prix à payer, c'est les persécutions, même si le prix à payer, c'est d'être privé de sa famille, même si le prix à payer, c'est les coups et les humiliations, il ne faut pas céder.
Ce combat, nous le menons pour nos aïeux que la France-Afrique a fait tomber. Ce combat, nous le menons pour ceux qui ont été assassinés au sein de l'UPC. Ce combat, nous le menons pour ceux qui ont été tués, justement, pendant la période des indépendances. Nous le menons pour ceux qui, comme Thomas Isidore Sankara, sont tombés sous les balles noires, d'accord, mais qui étaient chargés par l'oligarchie blanche. C'est un combat qui transcende la question des couleurs, c'est un combat contre un impérialisme, d'accord, prédateur, qui est le capitalisme le plus brutal que vous connaissez. Ce capitalisme-là n'a pas de couleur, si ce n'est celle de l'euro ou du dollar. Organisons-nous, continuons à avancer, les différentes tournées vont plus que jamais se démultiplier. Je ne vous donne pas les prochaines destinations, mais c'est quelque chose qui va se faire dans les semaines à venir. Nous allons repartir un peu partout parce que l'ONG Urgence Panafricaniste a repris son rythme de croisière. Le Covid nous avait ralenti un petit peu, mais les déplacements ne font que se démultiplier. Les invitations de part et d'autre ne font que se démultiplier. Nous allons mettre la France-Afrique à terre. J'en fais le serment au nom de mes ancêtres. Nous allons mettre cette France-Afrique à terre. C'est un combat générationnel. Frantz Fanon disait dans une relative opacité, chaque génération doit découvrir sa mission, puis la trahir ou l'accomplir. Nous avons décidé en ce qui nous concerne de l'accomplir. Et ce n'est pas les médias du néocolonialisme que sont RFI. Je plains ceux qui en sont les adorateurs, hein, ou les employés. RFI, France 24 et autres médias corrompus qui essayent de retourner le cerveau des Africains. Ce ne sont pas ces médias qui vont changer quoi que ce soit à la réalité du combat que nous menons. Nous sommes nos propres médias. Nous sommes le symbole de cette souveraineté. Nous voulons l'autodétermination pour notre population sur le continent ou dans les Caraïbes et le droit à la dignité pour nos populations dans les diasporas en Occident et ailleurs. Et nous irons jusqu'au bout de ce combat, quel que soit le prix à payer. Nous le disons. Et je demande à chacun d'entre vous de se tenir mobilisé. Dans les semaines à venir, nous allons annoncer un congrès panafricaniste historique où toutes les grosses figures, autres grosses figures du panafricanisme qui luttent à nos côtés contre justement l'impérialisme, seront réunis. Un sommet qui se tiendra en Afrique, entre guillemets dites francophones, d'accord. Nous annoncerons ça sur nos réseaux sociaux. Nous sommes en pleine préparation avec nos différents partenaires, frères et sœurs, plus jeunes et moins jeunes. C'est un combat de l'époque, c'est un combat nécessaire et nous ne laisserons personne entraver, d'accord, notre chemin et notre destin. Nous irons au bout. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Je vous aime en perdre la raison. Restez connectés. Roch Marc Kaboré, mon cher aîné, je regrette que tu te laisses entraîner par des gens qui sont les chevaliers du néocolonialisme français, les chevaliers noirs du néocolonialisme occidental. C'est triste, mais l'histoire jugera. Nous savons que nous sommes du côté des vainqueurs, parce que nous sommes du côté de la justice. Nous sommes du côté des opprimés. Nous sommes du côté de ceux qui se font quotidiennement persécuter. C'est important de le dire. Chacun recevra ce qu'il a semé. Et je dis aussi à l'Afrique centrale, ne pensez pas qu'on vous a oublié. C'est pour bientôt. Ils finiront par comprendre. Je vous aime profondément. Restez connectés. Donc, une affaire en justice va être lancée par nos avocats, donc Juan Branco, Maître Farama, Maître Koray Shiba dans les temps à venir. Important de le dire. Pour le reste, sur le terrain politique, les mobilisations vont continuer. Les exploits qu'on a réussi au Mali, la réussite de la tournée d'information et de sensibilisation qu'on a effectuée en Guinée, on va la faire partout. Et sur le terrain géostratégique, beaucoup de connexions aux quatre coins du monde sont en train de s'opérer parce que beaucoup de gens sont fatigués de l'hégémonie occidentale. Ils finiront par comprendre. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Merci infiniment. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.